Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité. Au menu de cette émission, nous avons des sujets, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, on finira cette émission avec le dossier Matata Pogno, quelle réalité après. Et pour en parler de tout ça, je ne suis pas seule en face de moi. Je récite pour vous Maître Ngandi Kassende, juriste consulte, ainsi que Maître Winner Kankolongo, communicateur de l'Union sacrée, et Maître Roger Kiese, communicateur et Sidi. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Merci beaucoup. On va commencer avec Maître Ngandi, la République démocratique du Congo. Le tout premier sujet d'abord sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La RDC vit dans quel état actuellement? Est-ce qu'on est dans l'état de guerre, l'état de siège, vu tout ce qui se passe dans la province de l'Ituri? D'abord, une rectification. Il y a 2 maîtres. Moi, je ne suis pas maître, je suis juriste consulte spécialisé en droit international. Je l'ai précisé au départ. Oui, voilà. Pour répondre à la question, on est dans une situation un peu confuse pour moi. Donc, j'ai du mal. La situation elle est confuse. Elle est confuse par le fait que nous avons en face de nous des hostilités qui viennent de toutes parts, à la fois sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Okay. On a une guerre à la fin qui n'est même pas une guerre, puisque pour le moment, nous, on ne fait que défendre le territoire, la sécurité de nos citoyens, de notre territoire. On n'est pas encore rentré en guerre. Si c'était une guerre, ça se saurait. En revanche, la guerre côté économique a déjà démarré. Vous savez, jusqu'à présent, même avant qu'on ait mis l'état de siège, il y avait déjà une guerre économique. Les pays étaient occupés directement ou indirectement par le fait que de la transition de nos matières premières entre notre pays et le Rwanda. Le Rwanda qui ne produit pas certaines matières premières, notamment le coltan ou de l'or, devenait parmi les pays qui commerçaient beaucoup plus ces produits-là, plus que nous-mêmes qui les avions au niveau de notre sol et sous-sol. Ça posait un problème. Au-delà de ça, il y a une guerre aussi sur le plan interne où certains de nôtres prêtent main forte au Rwanda pour commettre des exactions ici ou là au niveau de l'Est. Pour terminer, il y a la partie économique aussi et financière où certains de nôtres qui occupent de hautes fonctions ou des fonctions intermédiaires au niveau de la fonction publique, au niveau de la politique, qui détournent des fonds énormes, des fonds qui auraient pu nous permettre à notre État et surtout à notre administration d'être partout et de pouvoir défendre les intérêts, non seulement de notre territoire, mais aussi les intérêts de nos concitoyens. Vous savez qu'il y a eu des millions, il y a encore des millions, même au moment où nous parlons, il y en a qui cherchent des moyens ou qui sont en train de soutirer l'argent public pour leur compte personnel. Donc nous avons la guerre tous azimuts. Mais la vraie guerre, c'est ce qui nous attend, je l'espère, d'ici dans les 3 mois, si la situation continue à perdurer, à un moment donné qu'on tape du poing sur la table ou un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir faire en sorte que les armes se taisent, ou si les armes continuent à crépiter, que nous soyons à même de pouvoir riposter. Merci beaucoup. La partie Est vit dans l'insécurité. Il y a plus de 20 ans, Roger Kiese, c'est juste une situation qui échappe plutôt la communauté africaine, l'Union africaine ou bien la communauté internationale. Croyez-vous à ça? Bon, en réalité, merci d'abord, madame, pour cette opportunité tout d'abord. Et concernant votre question, ce n'est pas que cette question échappe à la communauté. C'est une question tout d'abord interne. Parce que lorsqu'on demande, d'ici là, nous irons aux élections en 2023, lorsqu'on demande la main du peuple congolais, on suppose déjà qu'on a bien identifié les problèmes. Et on est là pour apporter la solution. Tel que Maître a soutenu, effectivement, il y a l'agression, pour ne pas dire la guerre. Il y a l'agression dans notre pays. Alors, des solutions pour réprimer... L'agression avec qui? Parce que là, on ne sait pas, autrefois, les M23, le Rwanda n'était pas cité comme étant le pays agresseur. Voilà. Et maintenant, agression contre qui? Je pense qu'on a tout dit. Tout d'abord, les groupes armés, bien puisque le pays
Rwanda et, moi je le cite avec Ouganda, parce que c'est inévitable de citer le Rwanda et non Ouganda. Bunagana aujourd'hui, pour que l'armée, ou soit le M23, traverse pour arriver à Bunagana, il faut passer par Ouganda. Donc ça prouve déjà qu'entre les deux, il y a un sérieux problème. Donc c'est pourquoi nous, on avait tout bonnement proposé certaines pistes de solutions concernant cette agression. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas. Si on attend que la communauté internationale intervienne, en tout cas, je ne sais pas la raison d'être de l'État. Parce qu'on est là pour préserver l'intérêt général. On a proclamé, bien sûr, on avait proclamé l'état de siège. Jusqu'à présent, il y a de sérieux problèmes. Moi, pour nous, tout d'abord, pour ne pas dire que moi, parce que je me suis venu ici présenter mon parti, on avait proposé des solutions. On ne peut jamais compter sur la diplomatie telle que notre frère Félix Tshisekedi est tenté de procéder. C'est déjà sa pose est superfétatoire, il n'y a pas de résultats. Alors, c'est mieux de prendre des mesures nécessaires, des mesures préventives, afin d'éradiquer cette hémorragie. Qu'est-ce qu'on avait proposé tout d'abord? Supprimer les opérations économiques entre ces deux pays, nous et le Rwanda, bien plus que l'Ouganda. Et deuxièmement, on avait dit de délocaliser le camp Okolo. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bien plus, la meilleure des solutions réside à l'Assemblée nationale. Je l'ai toujours dit, l'Assemblée nationale, parce que nous sommes en train de pleurnicher à tout prix, ça fait des décennies, que le brassage et le mixage. Or, l'Assemblée nationale, telle qu'on élu les députés nationaux, en réalité, sont là pour proposer de meilleures lois afin d'apporter la solution dans notre vie. C'est à l'Assemblée nationale de voir, vu qu'il y a des brassages et des mixages, c'est mieux d'ailleurs de réduire l'âge de retraite des militaires. On l'a toujours dit. Parce que si, prenons les cas, on dit, bon, pour aller en retraite, celui qui va atteindre l'âge de 40 ans ou 45 ans, 50 ans, sous-entend déjà qu'il y a une nouvelle unité bien préparée. C'est justement sur les mécanismes de solution. Maître Nganti a parlé au moins d'une situation confuse à l'est de la République démocratique du Congo. Vous évoquez juste les problèmes de la retraite de militaires et vous évoquez en même temps la situation, vous citez le Rwanda comme étant un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Maître Winner, partagez-vous moi cet avis? Madame, il est connu que c'est au Rwanda qui est en train d'agresser la République. Connu au vu de qui? Parce que autrefois, la communauté africaine de l'Ouest, ils ont nié catégoriquement parce que le Rwanda n'était pas cité, le président de la République était là. Madame, il avait participé à cette réunion. On a le droit de nier tout ce qu'on est en train de reprocher. C'est de bon droit. Pour nier ça, ça ne demande pas que la RDC puisse coincer la Rwanda, le Rwanda d'accepter que c'est lui qui a la base de la question à l'est du pays. Parce que, madame, vous allez se souvenir qu'il n'y a pas quelques jours passés, lorsque le président de la République, M. Félix Tshilombo, s'est retrouvé en Angola avec, dans la commission tripartite, vous allez comprendre que suite à cette assise, il y a eu un accord qui a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Maintenant, la question des droits qu'on se pose souvent, est-ce que le Rwanda, qui ne reconnaissent jamais d'avoir agressé la RDC, par quel mécanisme juridique il a accepté de signer l'accord? Ça, ce sont des questions de fond. Ce qui veut dire qu'en face du monde, tout le monde est d'accord que le Rwanda a avoué ces actes de cryptile qui se passent souvent à l'est du Congo. Madame, mais écoutez, les amis venaient de vous dire quelque chose de très important. La guerre à l'est du pays a commencé il y a plusieurs années. Et plusieurs années, c'était avec qui, madame? Et qui en a bénéficié? Nous vous avons dit l'autre fois que c'était le régime Kabila qui aujourd'hui se sont associés avec M. Martin Fayoulou pour faire un bloc, pour battre et combattre le pouvoir en place. Ils oublient que la guerre que nous sommes en train de subir à l'est du Congo, c'était marginalisé et provoqué par M. Joseph Kabila qui était président jadis et actuellement il fait l'opposition ensemble avec ses copains. Madame, la guerre à l'Est va prendre fin. Ça va prendre fin comment? Parce que M. Félix Tshisekedi, avec la diplomatie, qui est la meilleure arme du monde, qui va apporter des cultus, qui va faire de sorte que la population à l'Est du Congo puisse avoir la paix, madame. Et c'est cette diplomatie que nous estimons être beaucoup plus nécessaire. Mais écoutez, madame,
il y a des propositions qui tombent de gauche à droite pour nous dire que Félix va accepter à ce stade de déclencher la guerre contre Rwanda. Non, ça c'est bien bon. Félix est prêt de tout faire, mais seulement il y a des paramètres à observer. Il ne peut pas se réveiller un beau matin et déclarer la guerre contre Rwanda. Vous venez de le souligner, que Rwanda est en train de nier que ce n'est pas lui qui est en train d'agresser l'Est du pays. Maintenant, comment c'était par quelle gymnastique que M. Félix Tshilombo, comme président de la République, connaissant bien que Rwanda est en train de nier et qui pouvait déclarer la guerre contre la République de Rwanda. À ce moment-là, madame, à ce moment-là, nous avons tous les éléments possibles que c'est le Rwanda qui est en train de nous menacer parce que lui-même est passé aux aveux. L'acte qu'il a signé en Angola, ce sont les aveux des droits, madame. Et sur ces personnes, ne peut les contredire. Alors, s'il faut maintenant essayer un peu d'apporter une lumière à tous ces gens-là qui nous suivent à l'Amazon, la RDC se trouve en face de 3 personnes. Nous avons les M23, nous avons le Rwanda, nous avons les ADF. Qui est le vrai agresseur de la République démocratique du Congo? Madame, nous allons vous dire que nous avons M23 qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo, manipulé par le Rwanda, parce que dans les M23, il y a des milices, il y a des militaires rwandais qui se retrouvent au sein de cette armée-là qui menace la RDC, ainsi que l'AF, c'est quoi encore? ADF. ADF Nalou. Madame, ce sont des blocs de gens qui se séparent juste pour un moment pour le besoin de la cause. C'est-à-dire, ils se manipulent, ils se disent ceci. Vous allez attaquer en premier et lorsqu'il y aura une contre-force, nous allons venir en votre soutien et ils travaillent d'une manière mixée et en connivence. Et lorsque ces gens travaillent en connivence, nous allons considérer toutes ces personnalités-là comme les agresseurs de la République démocratique du Congo. Et on ne va rien laisser pour que... on vous a souligné ici, madame, la guerre a quel objectif? Ils sont en train de faire tout ça, c'est pour quel objectif? C'est pour préserver les intérêts économiques du Rwanda. Parce qu'on vous a cité ici sur cette table que c'est Rwanda qui est actuellement le premier producteur mondial du coton. Il en a eu où? Si ce n'est qu'il est en train de puiser dans notre sol congolais, madame. Et c'est cet objectif que le Rwanda est en train d'animater toutes les proscripts de groupes armés pour agresser la République démocratique du Congo. Et on ne va pas se laisser faire. Nous sommes en train de... Merci beaucoup, merci beaucoup, Maître Winner. Après la tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda, Maître Ngandi, 2 jours après, l'Uturi en fait. Est-ce que c'est une complicité, c'est une ironie au moins des cas de nos ennemis, ou bien faut-il continuer avec la politique de la négociation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? La diplomatie, c'est une des meilleures choses. Mais quand ça n'apporte pas, oui. Mais il ne faut pas simplement se limiter à la diplomatie, à des négociations. Combien d'années nous avons négocié? Ça fait plus de 2 décennies que nous négocions, que nous demandons des médiations, des bons offices ici ou là. Ça ne donne pas de résultats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus direct. Nous vivons, on ne l'a pas évoqué, une situation un peu difficile où nous avons une certaine responsabilité. C'est dommage que dans le milieu politique et dans le milieu des élites intellectuelles ou autres, il y a un son univoque, il y a une pensée unique par rapport à l'embargo. Certains d'entre nous évoquaient l'embargo il y a 1 an, plus d'1 an. D'autres élites ayant même travaillé dans les Nations Unies et autres niaient qu'on ne subissait pas l'embargo. Le président lui-même l'a évoqué au niveau de la conférence, au niveau des Nations Unies pour demander la levée de cet embargo. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant les faits accomplis où nous ne pouvons pas acheter des armes. On peut acheter des armes, mais sauf qu'il faut passer par une commission qui vérifie la traçabilité de ce que nous avons comme armes déjà au départ et ensuite ce que nous allons faire, etc. Et il était question dans cette commission pour qu'il y ait une décision favorable ou défavorable, que nous ayons nos représentants, 15 personnes qui devaient faire partie de cette commission-là. Dites-vous, dans cette commission, au lieu de se retrouver avec 15 représentants de la RD Congo, on se retrouvait avec 2 représentants, faute de moyens, les autres sont restés à Kinshasa. C'est ceux-là qui devaient aller convaincre la communauté internationale du fait qu'aujourd'hui nous contrôlons nos armes. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu des faits, des précédents déjà en 88 à Lubumbashi, des tueries qu'on n'a jamais élucidées, et puis le fait qu'on a constaté, et c'est vrai, on le sait nous-mêmes,
que certains de nos officiers vendaient nos armes aux belligérants, vendaient nos armes aux rebelles. Mais pour éviter que le Congo les vende des armes aux belligérants, aux rebelles, notamment aux djihadistes, etc., c'est pour ça que la communauté internationale est très dure avec nous. Puisqu'au niveau de notre armée, il n'y a pas une discipline. On n'a pas organisé. Il y a des gens qui ont été pointés du doigt par la communauté internationale, qui jouaient à ces jeux-là, de commercer avec nos armes. Mais ces gens-là se retrouvent encore dans l'armée. Il y en a même qui ont eu une promotion au niveau de l'armée. Les Américains et les autres se disent non, ce pays-là, on dirait qu'il marche sur la tête. On ne peut pas leur autoriser d'avoir des armes facilement, puisque les vendeurs des armes sont encore là dans l'armée, ou d'autres ont toujours cette mentalité. Il ne se passe pas 3 mois qu'on arrête sans qu'on arrête des militaires, des soldats comme des officiers qui vendent des armes. Réglons ce problème-là, le problème de l'embargo sera réglé. Une fois réglé, je pense qu'on serait à même de pouvoir avoir une force complémentaire. On a déjà une force complémentaire pour bouter dehors ces ennemis. ADF, qui sont des Ougandais, ou alors les gens de M23, où on retrouve et l'armée rwandaise et certains d'entre nous qui recherchent des postes, soit au niveau de l'armée, de la politique, ou gagner simplement de l'argent. Dans cette guerre économique, ils s'impliquent beaucoup plus, non seulement pour occuper une partie du territoire, pour faire qu'ils puissent développer leur agriculture et leur élevage là-dessus, mais c'est aussi une guerre économique beaucoup plus sur les matières premières stratégiques à venir, le coltan, on l'a cité, le coltan, le manganèse et autres. Donc il est question aujourd'hui qu'on travaille sur ce dossier-là pour qu'on mette ferme, qu'on lève l'embargo. Puis de l'autre côté, il faut réorganiser l'armée. On est trop timide. Il faut déjà nous-mêmes qu'on réorganise notre pays, à commencer par l'armée. Il y a combien? Plus de 200 officiers rwandais ou ougandais dans notre armée. Comment on peut continuer à les garder? Il y a le collègue à côté, Roger, qui a proposé qu'on mette les gens à la retraite à 40 ans. On peut les mettre à la retraite même à 30 ans. Dans l'administration, si, pour une raison ou une autre, on sent que tel fonctionnaire ou tel militaire n'est plus l'adéquation avec notre politique, on le met à la retraite. On peut mettre plus de 200 officiers supérieurs qui sont dans l'armée congolaise, qui ne sont pas des Congolais. Ils ont été Congolais à partir de quoi? Comment est-ce qu'ils ont obtenu la nationalité? Quel est leur parcours militaire, des formations, etc. Puisque nous, on peut tracer nos militaires, nos soldats, on peut tracer l'évolution de nos officiers, par quelle école ils sont passés, etc. Il faut commencer par là. Et ensuite, il faut réorganiser l'administration. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des intrusions dans certains de nos territoires? C'est puisque dans ces territoires-là, il n'y a pas d'administration. Il n'y a ni la présence de l'administration de fonctionnaires, il n'y a ni présence de la police, de l'armée, encore moins de services. On ne parle pas de la NER. S'il n'y a pas de moyens, recrutons. L'information, c'est l'arme fatale. La première arme avant d'attaquer quelque chose, que ce soit sur le plan interne, excusez-moi, sur le plan international. Il faut l'information. On parle des militaires, on parle des policiers, on ne parle pas de la NER. Je souhaitais que vous puissiez au moins intervenir par rapport à ce que vous avez évoqué comme étant sur le plan de la diplomatie en République démocratique du Congo. Maître Winner aussi l'a évoqué tantôt plus tôt. Est-ce que, vu tout ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, faut-il continuer avec la diplomatie, la politique de la négociation? Parce que apparemment, la diplomatie en question n'aboutit à rien. Non, ça a abouti quand même, puisque vous êtes en face des juristes. Nous avons, à travers le chef de l'État, épuisé toutes les voies de recours. Il fallait qu'il commence par là. C'était une des meilleures voies, au lieu de se battre directement. Il a épuisé toutes les voies diplomatiques et politiques pour démontrer au monde qu'on est agressé par le Rwanda, qui exploite le M23 à son profit. Ça a été démontré. Le collègue Winner l'a dit. S'il n'était pas intéressé, s'il ne s'était pas impliqué, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à l'Ouganda ni au Burundi? On fait appel au Rwanda et il vient, il participe à ce sommet-là. C'est que quelque part, il a une responsabilité. Il avoue, même si ce n'est pas directement, il avoue quand même qu'il est impliqué. Donc la diplomatie, il y a 1 heure pour la diplomatie, il y a 1 heure pour défendre réellement et physiquement son territoire. 1 heure pour la diplomatie, 1 heure pour défendre réellement. Je crois bien que Roger, ce n'est pas d'accord avec vous. Roger.
Bien, sauf que je regrette tout d'abord à vous parce que vous ne donnez pas le temps nécessaire à nous de l'opposition. Non, vous avez la parole. C'est cela, je pense que le camarade Kassedabi est constaté. Il a beaucoup parlé. Mais sauf que on vous a donné la parole. On vous a donné la parole. C'est ça. Non, je suis en train de parler. Ce que j'ai senti ou j'ai retenu une contradiction chez notre camarade. Il a dit, nous sommes sous embargo, la RDC va acheter les armes, mais il faut nécessairement une traçabilité. On ne sait pas où en sommes-nous. Peut-être il va expliquer après. Ok. Allez. Mais les camarades de l'autre côté, Kankolongo, il a dit, on a coalisé avec Kabila et qu'on sort là. Non, soyons un peu sérieux, disons des choses clairement. On est des responsables et on nous suit. On n'a pas coalisé avec Kabila. Il n'y a aucune alliance. Mais s'il faut le faire, pour l'intérêt général, nous sommes prêts. Parce que c'est justement, c'est une question de leadership. C'est d'avoir un bon chef. C'est justement ça. Kabila n'est pas, même le FCC là, n'est pas un syndicat de criminels. Il y a des gens, des hommes... Répondez alors à la question. Répondez à la question. J'arrive, madame. Je sais votre question. Je voulais justement recadrer les choses. Okay. Nous sommes en train de pleurnicher, on est en train de raffiner les coltans, les or au Rwanda là-bas. Qui en est l'auteur? Qui a autorisé cela? C'est le pouvoir actuel. Donc vous voyez déjà, on ne peut jamais, c'est mieux tout d'abord d'avoir le courage de dire la vérité en face ici. Aujourd'hui, madame, avec la question de la diplomatie, le Congo en est marre à ça. On n'a pas besoin de procéder encore avec la diplomatie, permettez. Parce que on a dépouillé la caisse de l'État concernant cela. Même la procédure, est-ce que la procédure bien pour proclamer la guerre, il faut commencer par là. C'est vrai, c'est la théorie. Mais jusqu'à présent, on a tant voyagé, on a tant négocié, même la question que j'ai entendue ici que le président angolais devait devenir Kodjo pour la deuxième de chercher un peu un lien d'attente avec le Rwanda et Ouganda, Rwanda et RDC. Donc on n'attend rien du tout. Imaginez-vous, on a commencé par l'Union africaine avec Serge Gel, choses comme ça. Donc il n'y a pas la solution. Et bien puisqu'on procède encore avec des négociations, non. Faut-il continuer, oui ou pas? Non, non, moi je ne vois pas l'importance de continuer, madame. Je ne vois pas l'importance de continuer. Maintenant, ce sont des actions. Reculons. Réorganisons l'armée telle que le juriste a dit. Faisons de meilleures choses en sorte qu'on puisse éradiquer cette problématique. On vient de proposer ici. Voici, il s'agit de permettre les militaires dans l'espace de l'Est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, on peut les faire. Parce qu'on ne peut jamais croire, madame, dans un quartier, une bataillon est là, on tue les gens, la bataillon inerte n'arrive même pas à intervenir. Ça, on ne peut jamais admettre. C'est une complicité de la part des Congolais. C'est tout à fait exact, c'est une complicité, ceci dit. C'est une complicité. Parce que, madame, tu sais, à l'époque du président Mobutu, les militaires faisaient juste dans un espace, une année c'est trop, 6 mois, on les permet. Parce qu'ils savaient pourquoi. On ne peut jamais laisser un militaire dans un coin devenir un chef coutumier. Non. C'est ça au moins, c'est justement permetteur. Il faut que les co-débatteurs puissent avoir le courage de dire la vérité en face du monde que leur président actuel doit réformer l'armée, doit réorganiser. Mais oui, mais c'est ça. Parce que nous sommes les résistants. Nous n'acceptons jamais un pouvoir illégitime pour nous gouverner. C'est ça, on me D'accord. Merci beaucoup, Maître Kessé, Maître Winner, à vous la parole, parce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, je crois bien, les propos de Roger Kessé. À quand, d'abord, s'il faut poser aussi cette question, à quand l'installation de l'état-major, parce que ça flamme au moins à l'Est. Madame, ça doit être noté que les idées est à la résistance. Les idées ne fait pas l'opposition. Et que celui qui fait l'opposition, c'est Kabila avec son FCC.
Alors, parce que le décidé ne fait pas l'opposition, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Kabila est il faut qu'on fasse. Voilà. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter celui qui est à la résistance pour intégrer à l'opposition de Kabila. C'est ce qui s'est passé. Donc lui-même venait de le dire, je ne me contredis pas. Maintenant, madame, la vérité sociologique est connue. Celui qui était le chef d'état-major général de ces pays, c'était James Kabarebe. James Kabarebe a été amené ici par les Kabylie. Ici par les Kabylie. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il prenait ses frères rwandais et les donnait des postes de responsabilité dans notre armée. Parce que c'est lui qui était le chef. Et madame, cette situation, Kabila, les fils que vous voyez, Kabila, les fils de l'ancien président de la République, à cette époque-là, il était... il occupait une poste dans l'armée, chef d'État, des soirs comme ça. Et par après, il est devenu président de la République. Et James Kabarebe est rentré. Et Kabila savait ce que James faisait parce que lui, il était militaire comme lui. C'est ce qui empêche l'installation de l'état-major. Madame, l'installation de l'état-major, même à Kinshasa, c'est la RDC. Même si on les mettait à l'Équateur, c'est la RDC. Même si on les mettait chez moi au Kasaï, madame, c'est la RDC. Ça ne pose pas problème. Ça sont des faux fuyants. Il ne faut pas utiliser des propos justement pour s'approcher derrière la population et faire voir à la face du monde que voilà, nous avons réclamé enfin qu'on puisse enlever l'état-major à Kinshasa et l'amener à l'Est et que cela va résoudre les problèmes. Non. Le problème, madame, c'est un problème du fond. Qu'est-ce qui est au fond? Félix est entré au pouvoir, il n'a que 3 ans, madame, au pouvoir. Et lorsqu'il est entré au pouvoir, il a trouvé qu'il y a des Rwandais qui ont fait 20 ans et qui occupaient des postes de responsabilité dans cette armée. Madame, dites-moi un peu, par quel mécanisme qu'on peut faire l'amétissage? Ou soit qu'on peut faire des réformes dans l'armée? Parce qu'il faut accorder du temps. Pour le moment, c'est impossible parce que Roger a proposé quand même les réformes. Croyez-vous que... Non, Roger n'a pas de proposition qu'il peut nous faire ici, madame. Il est conscient. D'ailleurs, moi, je suis en train de recruter à sa place. Roger ne pouvait pas venir avec des propositions après avoir s'adhéré dans le camp des gens qui nous ont mis dans cette situation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais madame, apparemment, vous avez donné beaucoup de temps à Roger. Je vous en prie, je vous accorde 2 minutes. Je vous accorde 2 minutes. Je vous accorde 2 minutes. Ok, madame, j'étais en train de dire que le vrai problème, madame, c'était la guerre que le Rwanda est en train de nous imposer, parce qu'il avait déjà la culture d'exploiter nos minéraux. Okay. Et longtemps où le Rwanda avait eu l'autorisation d'exploiter le minerai, ce n'était pas avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, nous n'avons que 3 ans. Mais Rwanda est construit avec nos minéraux. Est-ce que vous allez nous dire que tout cet état-là, c'est Félix qui avait accordé l'autorisation à Kagame de venir exploiter nos minéraux d'ici? Non, mais seulement Félix, comme un homme intelligent, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit ceci, il a trouvé ses problèmes et il dit ceci. Rwanda, venez, faisons du commerce entre nous. Vous avez des machines de raffinerie, nous avons des minéraux, on peut signer un contrat d'échange. Je vous apporte les minéraux et vous raffinez, on vend, on gagne, gagnant. Et lorsque le Rwanda, madame, a compris que la RDC a maintenant ses installations personnelles de raffinerie, c'est ceux qui sont en train de se créer. Même Roger le sait. Roger le sait, il sait que Rwanda ne va rien faire parce que déjà à ce moment, nous avons nos machines. Mais comment on va continuer à faire des échanges commerciaux avec le Rwanda? Voilà. Ça ne va pas tenir. Merci pour ça, ne va pas tenir. Il y a une question qui est arrivée ici. Il y a une question qu'on vous a posée, c'est RDC, Rwanda, Angola, une commission mise pour quelle fin? C'est pour trouver la solution à la guerre qui crépite toujours à l'est du Congo, madame. Parce que, madame, nous avons dit que cette assise avait comme objectif des causeries sincères entre des partis pour trouver la solution. Et c'est ça qui est le fait. Et quand il n'y a pas la sincérité, de toute façon, je vais avec Mathieu. Je vais répondre pour satisfaire celui qui vient d'écrire. D'accord. Justement, madame, lorsque M. Félix Tshisekedi Tshilombo, après avoir signé l'accord avec Kagame, Rwanda, en Angola, et que le lendemain il y a des Kripski qui continuaient, il doit prendre des mesures. C'est un monsieur très sage et très intelligent et trop calme dans lui-même. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas eu la RDC pour laisser la RDC en train de souffrir comme le temps jadis, madame.
C'est ce qui a pris la RDC pour nous amener dans un niveau considérable et responsable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Merci beaucoup. On va chuter ou on va boucler d'abord. On tourne la page avec cette citation à l'Est de la République démocratique du Congo. Entamons notre deuxième sujet sur le dossier Boukangalonzo avec Matata Mpogno, Maître Nganti. De la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Est-ce que c'est une erreur de droit ou bien un compte à rendre à Matata Mpogno? C'est un désordre dans nos têtes, déjà de nos dirigeants, pour dire que tout n'est pas réglé encore. Vraiment. Malgré qu'on a une constitution, malgré qu'on s'est dit un État, on n'est pas encore un État réel. On reste encore un État factice. Si on était un État réel, avec une administration réelle, donc on aurait eu une justice normale. Comment est-ce qu'on peut avoir dans un pays des citoyens qui sont au-dessous de la loi et ceux qui se mettent au-dessus de la loi? Et d'autant plus qu'on a prôné l'état de droit. Quand on prône l'état de droit, dans un état de droit, tout le monde est soumis au droit. Même le président de la République. Comment est-ce qu'un premier ministre, même sortant, peut se dire ne pas être justiciable? En ce moment-là, qu'on laisse au peuple la possibilité de le juger. Si nos organes officiels ne peuvent pas le juger, on va créer une disposition comme ça qui vient du peuple. Le peuple le jugera. On doit savoir où est passé cet argent-là. Cet argent-là est sorti des caisses de l'État. Il y a eu quand même un ou des responsables qui ont signé pour qu'il y ait sorti de l'argent pour pouvoir financer ce projet, qui était un des meilleurs projets de l'ancien régime et pour le futur de ce pays. Cet argent disparaît et il n'y a personne qu'on peut juger puisque j'étais Premier ministre, puisque j'étais ministre des Finances. Ça pose un problème. Il faut qu'on revienne à la raison. La raison, c'est quoi? C'est qu'il doit être justiciable, quelle que soit la cour, quelle soit la cour de cassation, même les tribunaux simples, il doit être jugé puisque l'argent, c'est l'argent du peuple. On ne peut pas s'arrêter en chemin comme ça. C'est un peu comme l'histoire passée du dossier 100 jours. À un moment donné, il faut qu'on sache élucider les choses, dire que même si on a disculpé celui qui est sorti, je ne cite pas le nom, avec son groupe, mais on doit savoir qui a pris l'argent, où se trouve l'argent. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Merci beaucoup. Roger Kessé, croyez-vous que l'état de droit en République démocratique du Congo est en péril? Oui. Bon, je voulais tout d'abord répondre la nuit ici. Permettez-moi, c'est ça, c'est ça. On a tourné la page. Je sais. Permettez-moi. Ok. Il a dit que l'opposition, c'est Kabila qui fait l'opposition, nous sommes les résistants. Donc nous sommes, il faut savoir, écoutez, il faut savoir, le résistant est là. Donc l'opposition, c'est une petite option qui est dans la résistance. Il faut retenir. Mais de tout ce qu'il a dit, j'ai constaté, c'est comme si au moment où l'article 69, 83, parce que 69 reconnaît le président en étant celui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Bien plus que l'article 83 reconnaît au président le commandant suprême des forces armées. Il pose des questions, il doit faire quoi dans 3 ans? L'armée qui a fait 20 ans, une chose comme ça, ça prouve déjà qu'on n'a pas la vision, bien plus que l'union sacrée, jusqu'à... Répondez à ma question, s'il vous plaît. On n'a pas la vision. Oui, répondez à ma question. Je voulais répondre à la question. Cela n'existe pas tel que j'ai avoué ici. Pour ne pas rebondir de ce que mon dévancier a dit, je voulais dire ceci. C'est pourquoi il y a un sérieux problème. Il faut réformer cette Assemblée nationale. Parce que lorsqu'ils ont constaté tout d'abord qu'il y a un vide, on reconnaît uniquement le Premier ministre en fonction. On doit revenir prendre une loi, donner aux juridictions la compétence de juger qui que ce soit. Mais cette question dans un état de droit ne peut jamais échapper aux juges. On pouvait en réalité même la Cour, parce que la Cour constitutionnelle c'est une Cour suprême. Il a les pouvoirs autres que de juger réglementaires. On avait vu avec vous ici. La Constitution reconnaît le gouverneur. Mais la Cour avait statué en donnant les pouvoirs, en créant une option pour le commissaire spécial, une chose comme ça. Ils ont remplacé les gouverneurs. Pourtant, nos lois ne reconnaissent pas les commissaires spéciaux. Cela était fait par la Cour constitutionnelle.
aujourd'hui. Même si on dit, moi je pouvais dire ça, on voulait justement distraire la Cour constitutionnelle, la partie adverse, en disant que non, Matata ne peut jamais être jugé ici à la Cour, c'est dans la cour de cassation. Rien du tout. Rien du tout, madame. Parce qu'à la Cour de cassation, on reconnaît Matata en étant sénateur, c'est vrai. Il est justiciable là-bas. Mais en étant ancien Premier ministre, ou le fait commis pendant qu'il était Premier ministre, ce n'est pas la compétence de la Cour de cassation. C'est justement, bien plus que dans les cas d'espèce, au moment où quand on dit l'état de droit, l'état de droit est gouverné aux êtres, et piloté, disons, aux êtres humains. Dans les cas d'espèce, l'état de droit n'existe pas. Si on avait l'état de droit, on allait voir le justiciable, le respect des dispositions constitutionnelles. Donc, tout le monde allait se retrouver dans cet état de droit. D'accord. Hélas. D'accord, Maître Winner, vous avez suivi avec beaucoup d'attention les réactions de Maître Ngandi, Roger. Quelle est la valeur juridique de ces dossiers? Maître Ngandi, félicitations pour votre intervention. Maître Roger, je suis vraiment estomaqué. Je sais, tu je m'attendais je sais pas. Comment tu ne peux jamais être estomaqué? J'allais être estomaqué. Continue, tu as accorde quand même le temps, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Continuez, mais c'est ça, non? Tu fais justement parler pour ne rien dire. Maître Winner, je suis en train de dire que madame, un juriste de surcroît, un avocat praticien, ne peut pas dire ce genre d'histoire, madame. Il commence à vous dire que l'état de droit n'existe pas. Et par la suite, il vous dit que des animateurs de cet état de droit, ce sont eux qui compliquent l'état de droit. Est-ce que vraiment, madame, un avocat sérieux ou soit un juriste sérieux peut tenir ce genre de propos pendant que nous sommes en direct? Ce n'est pas vrai. Madame, je vous ai toujours dit que l'état de droit n'est rien d'autre que le respect des lois dans son ensemble. Alors maintenant, selon madame la journaliste, nous avons des animateurs qui vont faire respecter cette loi-là. Et lorsque Maître Ngandi vous dit l'état de droit n'existe pas, c'est que dans ces pays, on n'a pas de loi, on n'a pas de règlement intérieur, nous avons presque rien. Selon lui. Non, je pense que lorsqu'il va prendre la parole, il va revenir pour corriger. Madame, je continue pour vous dire, dossier Matata Pogno, je l'ai toujours dit. Mais ici, vous allez m'excuser, s'il faut que j'intervienne, je n'interviens pas à ma qualité comme avocat. Oui, comme analyste cette fois-là, parce que je suis avocat, c'est trop interdit. Je ne peux pas intervenir pendant que le dossier est encore en cours d'examen. Madame, le dossier Matata Pogno, ça a été un problème d'homme. Il y a eu un monsieur dans ces républiques qui a pris luxe de faire ce qu'on a fait pour nous laisser Matata Pogno partir en fait qu'il ne soit pas jugé. Madame, c'était trop triste. Vous allez lire l'article 164 de la Constitution, vous aurez la réponse. Je sais que Maître Roger est en train de bouger la tête parce que je lui ai rejoint quand même. Lorsque vous allez lire l'article 164, cet article est tellement clair. Il vous dit que lorsque vous êtes Premier ministre, soit président de la République, votre juge pénal, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, l'article vous dit encore quoi, madame? Lorsque vous avez assumé des fonctions comme Premier ministre, et qu'à cette époque-là, vous avez commis les infractions, votre juge naturel, cette fois-là, ça sera toujours la Cour constitutionnelle. Là, c'est vraiment clair. Maintenant, madame, nous sommes à la Cour de cassation. Nous croyons au mystique des droits. Parce que le droit, madame, est tellement vaste. Dans le droit, madame, nous avons des jurisprudences, nous avons d'équité, nous avons plusieurs sources de droit, madame. Mais moi, comme juriste, je crois que la juridiction peut appliquer d'autres sources de droit, justement pour obtenir la quitus de faire juger M. Matata Pogno. Parce que, madame, écoutez, on ne peut pas laisser 837 millions de dollars à un individu, madame. Et quand la Cour se déclare au moins incompétente par rapport à ces dossiers, quels seraient les risques? Non, le risque sera que Mme Pogno sera toujours jugée par les juges compétents. Parce que lorsqu'on vous déclare, lorsque les juges se déclarent incompétents, cela ne veut pas dire que d'autres juges ne sont pas incompétents. C'est ça. Il y a des juges compétents qui vont toujours se dessaisir du dossier et juger Matata Pogno au moment opportun. Mais madame,
La population qui nous suit, madame, n'a pas besoin de juridisme que nous sommes en train de faire, madame. La population a besoin de cette somme d'argent, madame. L'argent qu'on est en train de dilapider, madame, il se distribue à tout moment. 836 millions, madame. C'est l'argent que l'un des pays en Afrique ici considère comme leur budget. Malawi, si je m'abuse pas, madame. Mais un individu, madame, incarne cette somme-là. Ça, c'est quoi Merci beaucoup. Je veux poser cette question au moins à Maître Nganti. Il y a une question qui nous est posée ici. Qui avait saisi la Cour de cassation dans des dossiers Matata Mponu? C'est l'IGF qui a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien dans ce dossier-là. D'abord, le dossier sur la saharianisation et aussi sur le dossier Boukangalonzo. Donc, ce sont des institutions de la République, notamment l'IGF, qui a ce rôle-là. Voilà. Alors, quelle est la valeur juridique? Parce que je sais que Maître Winner n'a pas quand même répondu à cette question. Quelle est la valeur juridique de ces dossiers après tant de mutations, ainsi de suite? Il y a la valeur juridique ou alors la possibilité de poursuite, c'est quel que soit le nombre d'années. Même dans 30 ans, si ce n'est pas jugé aujourd'hui, même dans 30 ans, on peut revenir. Ce sont parmi des dossiers qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire, ce n'est pas limité dans le temps. On peut toujours revenir. On peut jouer comme on veut maintenant, mais la cour ou une des cours sera toujours saisie d'une manière ou d'une autre à un moment donné de la vie de notre pays. Donc, Matata et consorts ne pourront pas échapper au jugement. On ne dit pas à leur condamnation, on dit au jugement. Il faut qu'ils arrivent à nous expliciter les choses, que ces dossiers soient bien élucidés, qu'on comprenne qui a pris l'argent, pourquoi faire, etc. Voilà. Dans l'affirmatif, acceptez-vous que le problème de ces dossiers de Matata Mponu, c'est un problème, l'état de droit au moins un problème de contenu? Ou bien la justice est un problème de contenu? Il y a un problème d'abord de mentalité. C'est-à-dire, le président actuel a comme objectif qu'on arrive à un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est un état où tout le monde est soumis au droit, même les présidents de la République. Le même droit pour un citoyen lambda, le même droit pour un ministre ou un député, etc. Donc, l'état de droit est en gestation. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide aujourd'hui, demain on est dans un état de droit. L'état de droit existe, nos magistrats savent que l'état de droit doit exister. Ça ne les empêche pas aujourd'hui, quand il y a des individus qui viennent pour une affaire, vous verrez que souvent, cette justice-là va favoriser beaucoup plus celui qui a plus une enveloppe qui pèse. Les avocats sont bien placés pour le savoir. D'ailleurs, ça gêne la profession d'avocat, la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. On aurait pu assister dans ce pays à des plaidoiries pour faire avancer la loi, le droit, d'une grande intelligence des avocats, etc. Dans les plaidoiries, ils pouvaient évoquer les faits, les circonstances atténuantes, les doctrines, etc. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, on est dans le débat déjà au niveau des parquets, dans les débats qui viendra avec quelle enveloppe pour soudoyer tel ou tel. Vraiment. C'est ça qui casse l'état des droits. Mais l'état des droits existe puisque il a commencé, c'est en gestation. S'il n'y avait pas l'état de droit en gestation, on n'aurait jamais arrêté Matata, on aurait encore moins arrêté les directeurs de cabinet du président de la République. Dans notre histoire, on n'a jamais arrêté un directeur de cabinet de la présidence. Si on l'a fait, c'est que le président de la République a dit, même si c'est mon collaborateur, moi je laisse les droits jouer, dans un sens comme dans un autre, ou alors on s'est mélangé les pédales, mais au départ, il a démontré qu'il était là pour l'état de droit. Mais il y a encore des réglages à faire. Merci beaucoup. Il y a encore des réglages à faire. Roger Kessé, la justice élève une nation. Croyez-vous que la justice congolaise est à mesure de faire avancer encore la République démocratique du Congo? Bien. C'est grave au Congo, madame. Vous voyez, j'ai écouté Kankolongo. C'est ça ce Kankolongo. Voilà. Malgré tout ça, c'est un nom fort, mais nous sommes obligés de les retenir. Ok. Vous voyez, il s'est embrouillé inutilement pour taquiner Maître Roger. Vous lui avez posé la question. Je sais, il peut avoir de l'intelligence ou il sait, il maîtrise mieux la question. Mais il n'a pas répondu parce qu'il voulait trop parler pour ne rien dire. C'est vous qui avez rappelé à notre... Répondez parce que c'est que ça nous reste au moins 5 minutes. Merci. Aujourd'hui, on ne peut jamais dire de l'état des droits. Même notre camarade Kassenu qui a dit qu'on a arrêté
du recteur du cabinet du président de la République. Arrêtez. Où est le jugement définitif? Non. On lui avait interpellé, oui. Où en sommes-nous avec le ministre ayant la santé dans ses attributions Longondo? Où est Willy Bakonga? Non. On ne peut jamais applaudir concernant votre justice, soi-disant un état de droit. Ça n'existe pas. Au texte, oui. Mais ce n'est pas dans l'application. Tel que peut-être notre frère a dit, c'est tout un processus. Ça peut-il arriver qu'en 2023, avec le président Martin Fayulu, nous irons dans un véritable état de droit? Ce n'est pas actuellement rien du tout. Rien qui nous rassure de voir la vie telle que nous traversons. C'est difficile d'affirmer que nous sommes dans un état de droit. Même le bébé vont nier complètement. Merci, madame. Merci beaucoup, mais tu n'as pas répondu quand même à ma question. Bah, je répondu. C'est pas grave, on peut passer. D'accord. Non, si l'état de droit. Si la justice congolaise élève, ou bien elle est à mesure d'élever la nation congolaise. Non, je vous ai répondu indirectement, pas tic au tac. Je l'ai dit, quand je dis que ce n'est pas actuellement. Avec le président Martin Fayulu. Ok, d'accord. Donc, on attend encore à 2023. On attend encore à 2023. Maître Winner, vous avez suivi d'abord les réactions, les propos de Roger qui disait bien que vous allez intervenir par rapport à ça. Mais qu'il faut-il attendre au moins à ces dossiers Bukanga Lunzo? Madame, je répète encore pour dire que l'état de droit existe. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même consacre l'état de droit. Mais comment quelqu'un qui vit ici ensemble avec nous, il vous dit que l'état de droit n'existe pas? Et la population risque de le croire. Ça va exister en 2023. L'état de droit existe. Mais seulement on vous a dit ici qu'il y a des histoires à faire par rapport aux animateurs qui vont faire exécuter cet état de droit. C'est simple pour comprendre. Maintenant on vous dit que non, avec Martin Fayulu en 2023, ils oublient que Félix va aller jusqu'en 2035. C'est compliqué. Donc, oui, ça c'est le mandat, c'est la transition Sarabila, vous le savez. Même Fayulu sait qu'on est en train de combattre Sarabila pour qu'il parte. C'est le transition Sarabila. Félix va commencer le mandat en 2023. Madame, je vous dis que Bukanga Lunzo n'existe pas. Et aujourd'hui, si nous pleurons faim, s'il y a des gens qui parlent de gauche à droite, qui n'ont rien à manger, c'est à cause de cette cacophonie qu'on nous a mis par monsieur que vous venez de citer les noms. Monsieur Matata Pogno, madame. Il ne pouvait pas faire ça à la population congolaise. Il ne pouvait pas. Maintenant, là, madame, il peut s'échapper à la justice, mais ça sera difficile. L'infraction dont on est en train de poursuivre Matata Pogno, madame, on vient de vous dire que c'est une infraction parmi les infractions imprescriptibles. C'est de dire que cette infraction ne prendra jamais fin. Mais si j'étais de mauvaise foi, je pouvais même vous dire que jusqu'à la mort de Matata Pogno, voilà, pour les poursuivre, qu'ils nous disent la réalité, cet argent-là a été affecté exactement où? C'est simple comme de l'eau à boire, madame. Merci, monsieur, que nous sommes arrivés au moins. La régie, monsieur, que nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 19h. Au revoir. Merci. Mais je vais ton émission, lui sur le feu.